Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour ce Facebook Live, le dernier du mois de février, en direct ou presque du Salon de l'Agriculture à Paris. Salon incontournable, bien sûr, pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'y exposer, à la fois bien sûr nos éleveurs, je vais y revenir, nos agriculteurs et bien sûr nos transformateurs, c'est-à-dire celles et ceux qui créent des produits manufacturés qui vont être vendus sur nos terroirs. Et vous savez que sur le territoire d'Alès Agglomération, nous sommes riches de tous ces transformateurs, de tous ces producteurs, de tous ces agriculteurs. Aujourd'hui, à travers le plan alimentaire de territoire que nous avons mis en place et élaboré l'année dernière, je le redis une nouvelle fois, nous soutenons vraiment sans aucune réserve les agriculteurs, les paysans qui œuvrent tous les jours pour nous nourrir. Je vais bien sûr en parler à l'occasion de ce Facebook Live, mais je vais aborder les autres questions que vous m'avez posées durant ce mois de février, puisque vous savez, je vous l'avais dit lors du précédent Facebook Live, qui a été regardé par plus de 2300 personnes, je serai en direct du Salon de l'Agriculture, ou presque, je vais y revenir, pour rencontrer des ministres, représenter aussi le Alès Agglomération au département du Gard, à la région Occitanie. J'étais tout à l'heure avec Gabriel Attal, le Premier ministre, que j'ai interpellé sur les problèmes agricoles. J'étais avec Marc Fesneau, avec qui nous avons convenu de parler de sujets comme celui de l'abattoir. Je vais y revenir dans quelques instants et demain, je vais poursuivre effectivement ces visites. C'était l'occasion aussi de féliciter l'entreprise Méduse, bien connue sur notre territoire, qui expose ici chaque année au Salon de l'Agriculture, qui vient d'emporter la médaille d'or du concours général de ce Salon de l'Agriculture, une nouvelle fois avec sa bière blanche. Alors je sais qu'il faut en boire avec modération, mais nous sommes très fiers aussi de l'entreprise Méduse, comme de tous les agriculteurs, tous celles et ceux qui transforment nos produits. Alors, nous allons nous asseoir aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, dans ce hall 4. Alors, j'ai voulu me mettre un peu à l'écart du fameux hall 1, où j'étais tout à l'heure, où j'ai rencontré bien sûr le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce que vu le bruit et vu l'ambiance, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à pouvoir faire ce Facebook Live. Je suis donc dans un hall voisin aujourd'hui, le hall 4, et j'ai tenu quand même à me mettre à côté de ces petits animaux. Ce sont des lapins, il y a des veaux à côté, et puis il y a des organismes. Et comme par hasard, c'est un hasard d'ailleurs, je suis à côté du stand Citeo. Citeo, c'est un partenaire aussi de l'agglomération d'Alès, vous le savez, un des éco-organismes avec lesquels nous travaillons aujourd'hui sur le recyclage de nos déchets. C'est un partenaire qui finance à la fois ce que nous trions et qui nous accompagne tout au long de l'année dans cette politique des déchets dont je vous parle souvent et dont vous savez qu'elle est essentielle, je le redis, pour préserver notre environnement, bien sûr, mais aussi préserver nos finances publiques. Et je crois que, vu les taxes, vu l'augmentation du coût du traitement, nous avons besoin tous et toutes de faire un effort. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, une nouvelle campagne de communication va démarrer dans quelques temps, campagne que j'ai souhaité très pratique. Ça sera tout simplement avec des déclinaisons, le tri, je m'y mets ou je m'y mets, avec, vous le verrez, des surprises, là aussi, par exemple, la possibilité pour chacun d'entre vous de pouvoir gagner 80 € par tirage au sort, en se prenant tout simplement en photo, en train de faire les gestes de tri, les bons tris en les envoyant à une adresse. Et puis il y aura un tirage au sort chaque mois, et chaque mois nous ferons gagner 6 personnes la somme de 80 €. Alors c'est une façon aujourd'hui de motiver bien sûr toutes celles et ceux qui aiment jouer, mais au-delà de ça, de dire, si nous mettons ces sommes en jeu, qu'il y a un enjeu quand même colossal autour de cette politique publique. Et puis nous travaillons, vous le verrez, à la mise en place de petites web-séries pour justement essayer de rendre un peu ludique cette partie qui n'est pas la plus drôle de ce qu'on fait tous les jours, mais le tri étant essentiel, la gestion de nos déchets étant essentielle, vous le savez, ça coûte chaque année 26 millions d'euros au budget de l'agglomération, près d'un quart de nos dépenses, c'est beaucoup d'argent, donc faisons un effort. Donc je profite de la présence de Citeo pour évoquer avec vous ce sujet, même si ce n'était pas le sujet d'actualité. Alors je reviens tout d'abord bien sûr à l'agriculture, à ce que nous avons vécu à Alès, dans le Gard, mais également en France il y a quelque temps avec effectivement cette crise autour de l'agriculture, une crise autour de nos paysans
avec une agriculture qui souffre. Vous le savez, je vous l'ai dit en introduction, sans aucune état d'âme, mais les yeux dans les yeux, je soutiens et nous soutenons tous et toutes à l'agglomération d'Alès nos agriculteurs, nos viticulteurs, bien sûr, nos paysans, celles et ceux qui nous permettent chaque jour, toute l'année, de pouvoir nous nourrir en qualité, parce que vous savez que bien se nourrir, c'est aussi pouvoir vivre sainement. Et donc la nourriture, quand elle est faite en proximité, quand elle est faite en bio ou en filière courte, quand elle est faite avec les normes qui sont les nôtres, elle est meilleure. Alors je sais, parfois ça coûte un peu plus cher et c'est tout l'enjeu, bien sûr, de cette crise agricole qui n'est pas finie. J'étais il y a quelques minutes sur le stand de la FNSEA, j'étais avec quelques agriculteurs avec qui j'ai discuté depuis 2 heures que j'arpente les allées du salon. Et effectivement, tout le monde comprend que les choses ne sont pas simples, mais il faut à tout prix, et vous le savez, je le dis, je fais un peu de politique en disant ça, mais je pense que c'est partagé par 99% des Français, il faut que les agriculteurs, nos agriculteurs, que nous aimons, vivent de leur métier, et pas des subventions. Ils ne veulent pas des subventions, ils veulent effectivement vivre de leur métier. Ça me permet d'aborder avec vous un sujet épineux, crucial, que j'ai déjà abordé. Vous ne m'avez pas posé la question ce mois-ci, mais comme je suis au Salon de l'Agriculture, je me vois dans l'obligation, bien sûr, de vous en parler, c'est l'abattoir d'Alès. L'abattoir d'Alès comme outil au service de l'élevage, outil bien sûr au service de la qualité de la nourriture, outil au service de la filière courte. Et vous le savez, depuis des années, on vous en a parlé avec Max Roustan, des articles ont été faits, cet abattoir est en danger. Il l'est plus que jamais. Il l'est plus que jamais parce que ce que vivent les agriculteurs, nous, abatteurs, quelque part, nous le vivons également. Ça veut dire que si nous n'avons pas, ce que je dis depuis des années, avec la difficulté pour moi parfois de me faire entendre dans ce débat-là, si nous n'arrivons pas à nous faire payer par les éleveurs, par les bouchers, le juste prix du coût de l'abattage qui est au ras des pâquerettes sur Alès, effectivement, vous le savez, de façon économique, cet abattoir déposera son bilan et sera liquidé. Nous ne le voulons bien sûr pas, mais vu l'évolution à la baisse des tonnages aujourd'hui, eh bien, effectivement, c'est un risque aujourd'hui qui devient de plus en plus prégnant. Donc c'était l'un des objets de ma rencontre tout à l'heure avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. On s'est engagé à se rappeler pour aller un peu plus loin. Je lui ai écrit hier et je lui ai remis aujourd'hui le courrier. J'ai rencontré aussi le Premier ministre dans les allées sur le stand de l'Occitanie avec la présidente Delga. Et ça a été aussi l'occasion au cours de notre échange de parler d'un certain nombre de problématiques que nous rencontrons sur les territoires à taille humaine, que nous rencontrons sur l'agriculture, mais pas que, sur le problème de l'enclavement, sur le problème des moyens donnés aux collectivités à taille humaine. Et je l'ai trouvé prêt à écouter, donc il s'est engagé à répondre à mes interrogations et je l'espère me recevoir pour que je mette toutes ces problématiques sur la table qui touchent bien sûr le territoire d'Alès, mais qui touchent bien au-delà, qui touchent toutes les villes à taille humaine, tous les territoires intermédiaires. D'ailleurs, je vous le dis souvent là aussi et je le redis, quand je dis, alors je ne pense pas que Monsieur le Premier ministre regardera mon Facebook Live, mais s'il le regardait, je le réinterpelle sur le fait que lorsque l'on regarde les chiffres et les dotations qui sont données par l'État aux métropoles, aux agglomérations et aux communautés de communes, il y a une telle différence de prix, puisque globalement, en moyenne, ça va de 140 € par habitant aux métropoles à 110 €, 100 € pour les agglomérations et 80 ou 85 de mémoire pour les communautés de communes. Ça veut dire, comme je le dis depuis des années, beaucoup est fait pour les métropoles, un peu plus est fait pour les agglomérations, que j'ai l'honneur de présider, celle d'Alès, mais peu est fait aussi pour la ruralité. Et il faut rééquilibrer tout ça. Il y a des réformes importantes qui doivent être portées. Et je suis là aussi l'un de ceux qui veut porter ces réformes du rééquilibrage de notre pays. Vous le savez, je l'ai dit dans mon discours des vœux, je le redis souvent, je le dis dans mes interventions, la France sera la France parce qu'elle respectera tous ses territoires, les territoires ruraux, les territoires urbains, des villes à taille humaine, des villes moyennes plus, et puis également des métropoles, mais pas le tout métropole. Et il faut que ce gouvernement, comme tous les gouvernements, l'entende et puisse nous permettre de mieux vivre. C'était l'instant un peu plus politique nationale que je faisais dans ce Facebook Live, eu égard au fait que j'ai pu en discuter rapidement, certes, avec Gabriel Attal il y a quelques minutes sur ce même salon dans le hall d'à côté. Voilà, je crois que
J'ai fait un tour un peu non exhaustif, certes, mais sur les problèmes de l'agriculture, notre soutien à l'agriculture et ces problématiques pour lesquelles nous nous battons tous les jours. Alors, il est écart. Parce que, donc, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis j'ai dit que je vous en reparlerai, donc je le fais maintenant. Le salon ferme à 19h. Voilà. Donc, je ne suis pas en capacité au sein du salon de faire un direct à 19h. Donc, j'ai décidé à 18h de le faire dans les conditions du direct, donc, voyez, sans montage, sans coupure. Nous avons lancé l'enregistrement, et cet enregistrement sera diffusé à 19h dans les mêmes conditions. La différence, c'est que je n'aurai pas en direct vos réactions. La différence, c'est que je n'aurai pas vos questions en direct. Pour autant, je le redis, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et puis j'aurai l'occasion, bien sûr, d'y répondre, soit par mail, soit lors du prochain Facebook Live de la fin du mois de mars, qui aura lieu fin du mois de mars. Et donc, voilà, mais je suis navré. J'aurais beaucoup aimé le faire en direct. Ça m'aurait permis peut-être d'aller interviewer des vaches, des moutons, des cochons, mais malheureusement, le salon ferme à 19h et il ferme à 19h parce qu'il faut que nos animaux se reposent tellement qu'ils sont un peu harcelés par les nombreux visiteurs et donc il faut aussi qu'ils aillent se reposer un peu. C'est la raison pour laquelle, pour une fois, ce Facebook Live sera en différé mais dans les conditions du direct. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, dans les sujets du coup, par contre, vous m'avez envoyé un certain nombre de questions que j'ai découvert tout à l'heure. Donc le prochain Facebook Live le mardi 26 mars, et vos questions sur direct@alès.fr, direct@alès.fr, et bien sûr vous pouvez consulter toutes les archives des Facebook Live sur alès.fr/Facebook-live. Voilà, alors les questions que je n'éluderai jamais. Alors je ne vous cache pas que ce mois-ci il y a eu 2-3 questions un peu pas très sympathiques dans leur écriture. Mais je vais répondre de toute façon. Vous savez que je réponds à toutes les choses, même si j'aimerais que de temps en temps on mette de côté le militantisme politicien pour parler de notre territoire. Auparavant, la première question que je ne peux éluder bien sûr, sur la qualité de l'eau distribuée sur Alès Agglomération, sur Salindre et sur les communes de notre territoire. Vous l'avez peut-être vu, je pense que ça a fait malheureusement l'actualité au niveau national ces dernières semaines. Une association, Génération Future pour ne pas les citer, une association financée par des personnes, des lobbyistes que je n'ai jamais vus, qui n'ont jamais pris contact avec qui que ce soit sur le territoire, se sont crus malins de balancer des études sans nous avoir informés de ces études à la presse, qui bien sûr s'en est fait l'écho, qui est mieux, et laissant penser que Salindre était la ville la plus polluée au monde, carrément. Salindre, la ville la plus polluée au monde, avec des difficultés sur l'eau desservie à Salindre, et puis même sur la santé, puisque cette association laisse planer un doute sur la survenue de certain nombre de maladies, ce qu'on appelle le glioblastome, c'est-à-dire ces maladies, ces cancers un peu exceptionnels du cerveau qu'on a trouvé en nombre un peu inquiétant, mais qui ne sont pas épidémiques d'après Santé France Service, autour des communes de Salindre et de Rousson. Alors il faut être très très clair, puisqu'on parle de choses qui peuvent être excessivement graves, et on ne peut pas laisser aujourd'hui les choses à peu près. On ne peut pas aujourd'hui ne pas dire la vérité. Vous le savez, en tant que président de l'agglomération d'Alès, je suis responsable de la distribution de l'eau potable sur l'ensemble des communes de l'agglomération. C'est la création de la REAL, notre régie des eaux de l'agglomération alésienne, qui gère cette eau. Chers habitants de ce beau territoire d'Alès Agglomération, je vous l'ai dit les yeux dans les viseurs du téléphone, l'eau distribuée à tous les robinets de la communauté d'Alès Agglomération est totalement potable et vérifiée plus de 1000 fois par an, et par l'ARS et par nous, et y compris dans les PFAS, je vais y revenir, y compris dans toutes les autres normes, l'eau est potable. Une petite incise, je vais aller vite parce que j'en ai marre de parler de ce sujet, sur la commune de Salindre, pour rassurer nos amis de Salindre, de Rousson, pour leur dire que tout simplement, au-delà même des chiffres montrés dans cette étude, tout simplement, l'eau distribuée au robinet à Salindre et à Rousson n'est pas pompée dans la Veyne ni dans l'Arias.
elle est pompée dans la 16. Donc en l'occurrence, n'a aucun rapport avec l'usine de Salins. Aucun rapport. Cette eau est testée, elle est testée à de nombreuses reprises, y compris par l'ARS, et elle ne présente aucun problème sanitaire. Aucun problème sanitaire. Ni à Salins, ni à Rousson, dont l'eau vient des Salles du Gardon, des Dautunes, pas du tout de Salins, mais ni non plus dans les autres communes de l'agglomération, y compris celles du Sud, dans lesquelles, il est vrai, on retrouve, semble-t-il, des PFA qui sont un PFAS aujourd'hui qui a été mis en cause et parce qu'il est fabriqué à Solvay, à Salindre, sur le site chimique. Alors pour résumer très vite, l'eau est potable, on ne peut pas dire le contraire, ce serait mensonger, donc tous ceux qui diront le contraire seront déférés bien sûr pour mensonge, mais en plus vous le savez, ou pas encore, mais moi je vais vous le dire, par rapport justement au problème de ces fameux PFAS qui sont des perfluorés alcaliés, donc qui sont des substances chimiques dont on ne sait pas toujours la dangerosité, qui ont un certain nombre d'études dans le monde. Aujourd'hui, par précaution, les organismes de santé européens et français ont déterminé 20 de ces substances sur les 1200 substances différentes de PFAS ou 2000 substances différentes qui pourraient, semble-t-il, avoir un danger pour la santé humaine. Dans ces 20 PFAS potentiellement dangereux, d'après ces organismes-là, il ne figure pas le fameux TFA, donc qui est fabriqué à Salindre, pour une raison simple que les chimistes comprendront, c'est que cette molécule ne contient que 2 atomes de carbone et ne peut donc pas beaucoup se fixer dans l'organisme, donc ne pas faire du mal à l'organisme. Ce sont les scientifiques qui le disent, ce n'est pas moi, et je vous répète ce qu'ils disent. Pour autant, à partir du 1er janvier 2026, dans un peu moins de 2 ans, tous les distributeurs d'eau, dont la Réal fait partie, devra vérifier dans tous ces pompages la présence ou non de ces fameux 20 PFAS, comme certains disent. Donc, vous savez, moi, ma priorité, je le dis souvent, mais je le prouve tous les jours, c'est votre santé. C'est la santé des habitants. Je l'ai prouvé dans le cadre des États généraux de la santé et je ne peux pas laisser dire n'importe quoi ou faire croire n'importe quoi. Donc, j'ai anticipé et bien avant cette étude, j'ai lancé au sein de la Réal, par anticipation de 2 ans, une étude sur tous les pompages d'Alès Agglomération pour y chercher ces fameux 20 PFAS. Eh bien, écoutez, avec une norme qui a été édictée au niveau européen pour 2026 à 100, écoutez bien ce chiffre, 100 nanogrammes par litre. 100 nanogrammes, ça c'est la limite maximum à ne pas dépasser. Alors nanogramme, c'est difficile à expliquer, c'est 100 milliardièmes de grammes. Ça correspond à peu près, m'a-t-on dit, en calcul, à un demi-sucre jeté dans une dizaine de piscines olympiques en volume. Ouais, vous prenez 10 piscines olympiques et vous mettez un demi-sucre. C'est ça à peu près par rapport à un litre d'eau, ces fameux 100 nanogrammes. Et nous n'avons trouvé aucune trace de ces fameux 20 PFAS dans tous les pompages, sauf dans un où nous avons trouvé 1,8 nanogrammes. Donc là, le bar est à 100, la barre supérieure est à 100, là on a trouvé 1,8. Donc 1,8 nanogrammes. Donc c'est une trace, ce qu'on appelle une trace. Donc rassurez-vous, même en 2026, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement d'ici là, l'eau restera potable. Et donc je regrette tout simplement que certaines associations, nous l'avons vécu en 2015 avec l'abattoir d'Alès, choisissent pourquoi pas Salindre pour la 2e fois. Eh bien écoutez, moi je dis que Salindre est une ville où il fait bon vivre. Salindre est une belle commune, d'ailleurs les habitants le disent. J'ai été à la rencontre avec le maire de Salindre, que je salue, Étienne Malachane, avec le maire de Rousson, Ghislain Chassary, avec les maires du coin, rencontrer les habitants. Ils savent bien que nous vivons sur cette commune depuis près de 200 ans, 180, avec ces usines chimiques qui ont fait la richesse du territoire. À l'époque, c'était Péchinet. Et bien sûr qu'à l'époque, il y avait des pollutions. Personne ne le nie. Et on sait qu'aujourd'hui, on a quelques terrils, on a des traces de ce passé. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Les entreprises chimiques, que ce soit Axens, que ce soit Solvay, sont régies par des règles, sont surveillées par les services de l'État et donc sont conformes aux règles. Après, effectivement, je peux concevoir qu'on ne veuille zéro impact sur l'environnement et qu'on préfère envoyer nos usines chimiques dans les pays comme l'Inde ou la Chine pour envoyer là où on se fout complètement de ces populations qui peuvent subir tous les désordres sur leur santé. Là, on n'a pas d'état d'âme d'aller là-bas. Mais moi, je préfère qu'on construise sous toutes les surveillances dans notre pays et principalement sur les agglomérations. Et nous sommes très fiers de nos entreprises, mais nous les surveillons. Et bien sûr, si demain nous apercevions que Solvay, Axens ou d'autres
faisait des choses qui n'étaient pas réglementaires et légales, je serais le premier à demander des sanctions, voire des fermetures, mais ce n'est pas le cas, c'est surveillé, j'ai vu les préfets, les DREAL, donc voilà, rassurez-vous, nous sommes vigilants. Moi, les maires, bien sûr, de ces communes, et bien sûr tous les organismes qui les contrôlent. Donc voilà, donc ça j'espère qu'on ne va plus parler de Salins, mais le mal est fait en termes d'image aujourd'hui sur la commune de Salins, ça fait 2 fois en 10 ans, ça fait beaucoup quand même. Donc maintenant, j'aimerais qu'on passe à autre chose un peu, mais sachez que nous sommes vigilants aussi sur ces entreprises. Et puis pour finir ce sujet, vous voyez, qui pourrait durer à lui seul, je regarde ma montre, la durée du Facebook Live, mais on va passer à d'autres sujets. Dites-vous bien qu'il y a une entreprise qui a gagné le concours Alès Audace en 2023 de M. Rousselet, qui travaille, qui a mis en place un process justement qui permet de filtrer totalement les eaux par l'osmose, ce qu'on appelle, c'est l'osmose. Qu'est-ce que c'est l'osmose inverse? L'osmose inverse, c'est des membranes très très fines dans lesquelles on envoie l'eau et qui arrêtent l'ensemble des particules. Et après cette osmose inverse, il sort de l'eau pure. Et il se trouve que depuis 2 ans, grâce entre autres à Alès Audace, mais pas que, en lien bien sûr avec l'IMT Minalès, cette entreprise travaille aussi sur le site de Solvay pour travailler sur ces rejets. Donc petit à petit, il n'y aura plus aucun rejet, même ceux qui sont aujourd'hui autorisés, qui le seront sûrement demain, ne seront plus rejetés dans la veine et dans la riasse grâce à ces procédés d'osmose inverse. Et je veux saluer l'engagement aussi de Solvay qui investit lourdement, c'est plus de 30 millions d'euros, alors qu'elle est aux normes d'après l'État et il n'y a pas à remettre en cause ce projet pour aller encore plus loin que les normes et pour nous rassurer, nous les populations alentours. Voilà ce que je voulais vous dire, donc buvez de l'eau et puis je peux vous garantir, et j'en dirai pas plus parce qu'ici nous sommes sur le salon de l'agriculture, mais si on regardait la qualité de toutes les eaux, dont certaines en bouteille, je pense que moi personnellement je continue à boire de l'eau du robinet à Alès Agglomération et on se porte pas plus mal. Voilà sur ces sujets. Alors je suis désolé, voilà, il faut que je regarde ma montre du coup. Il est quasiment 30 minutes, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a 30 minutes, de 19h30, notre rendez-vous. Donc je vais répondre aux questions. Alors Evelyne Rougier, dans l'ordre où elles sont arrivées, sur Facebook, depuis plus de 2 mois, des plots créent un ralentissement à hauteur de Royal Kids sur la rocade. C'est pour quand la réflexion? Vous voyez, vous avez raison, la rocade, il y a des endroits qui méritent grande réflexion. Alors là, on se retrouve sur des parties où il y a le département, où il y a la ville d'Alès, où il y a l'État, et c'est parfois pas très simple d'arriver à refaire cette partie de la route. Alors l'éclairage, je crois que c'est la ville d'Alès de mémoire, la route est départementale, et donc nous travaillons avec le département pour faire en sorte de faire des travaux rapidement, en l'occurrence pour améliorer, et vous savez que nous y tenons aussi, la qualité de cette rocade. Donc je vous tiendrai au courant, je n'ai pas la réponse là immédiate, mais je vous tiendrai au courant, chère Evelyne. Alors Eric Oyez, bonjour, la place de la Bille est en cours de rénovation, super, bravo, mes renseignements pris, ce sera pour y mettre encore et toujours du béton, fut-il inactif ou je ne sais quoi. L'équipe municipale serait bien inspirée de se rendre compte que nous sommes dans le sud et que le bétonnage est la pire des solutions dès lors qu'il faut recouvrir le sol au moment des fortes chaleurs. Vous nous avez déjà gratifié d'un four solaire devant les nouveaux cinémas. Il serait peut-être temps d'envisager autre chose. À chaque travaux dans la ville, c'est la même rengaine, du béton, etc., etc., etc. Voilà, bétonnement vôtre, monsieur Oyez. Ben écoutez, cher Eric, tout à l'heure je parlais un peu de vous, là-dessus c'est facile, vous savez. Derrière un mail de dire ce genre de choses, voilà, ça c'est la politique politicienne. Alors je vais vous expliquer quelque chose, cher Eric. Vous savez, si vous connaissiez Alès, parce que je ne suis pas persuadé a priori que vous connaissiez Alès, sinon vous ne diriez pas ça, que ce soit la fameuse place des martyrs de la résistance dont vous avez parlé, ou la place de l'abbaye. Sous ces places, il y a des parkings souterrains, Je crois que ça a défrayé suffisamment la chronique pour la place de l'abbaye. Et donc, une place où il y a des parkings souterrains, en fait, il est assez compliqué de pouvoir démonter les dalles en béton sans tomber dans le parking. Et donc, c'est pour ça, et c'est assumé, que nous avons fait la place des martyrs de la résistance, parce que nous avons à l'époque décidé, et grand bien nous a pris quand on voit les difficultés de stationnement aujourd'hui de la ville d'Alès avec l'accroissement de la population. Imaginez qu'on n'ait pas eu l'idée magique de faire
ce parking Place des Martyrs, ce parking souterrain, dans lequel effectivement il est quasiment gratuit de se garer, eh ben, il y aurait des problématiques. Donc oui, ce n'est pas la peine à chaque fois de redire la même chose, ou alors c'est-à-dire que vous n'écoutez pas ou vous ne comprenez pas la réalité, ou vous essayez de faire croire n'importe quoi aux gens. En l'occurrence, quand il y a un parking souterrain dessous, place de la Comédie à Montpellier, c'est pareil, il n'y a pas de verdure sur la place de la Comédie. Alors j'ai vu qu'on avait planté 3 arbres. On va attendre un peu de voir, ce n'est pas les 3 arbres, dans 20 ans ou dans 30 ans peut-être qu'il y aura la verdure, je le souhaite. En l'occurrence, la place des Martyrs de la Résistance, c'est un parking. La place de l'Abbaye, c'est un parking. Et donc très compliqué. Par contre, monsieur, vous n'avez pas parlé, monsieur Huyès, de la Grand Rue Jean Moulin, du tour de la cathédrale, de ce que nous faisons dans les cours d'école, de ce que nous préparons aujourd'hui, c'est-à-dire la renaturation partout, c'est possible. Puisque Grand Rue Jean Moulin, si vous suiviez un peu l'actualité alésienne, pas pour faire que de la petite polémique qui ne rendez pas personne, entre guillemets, vous auriez vu que nous allons dégoudronner plusieurs hectares aujourd'hui sur cette avenue qui est que parking et que route. Et bien demain, vous aurez des espaces verts, on va renaturer. J'espère que vous êtes promenés autour de la magnifique cathédrale d'Alès. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons supprimé du stationnement au grand désespoir de certains de nos commerçants, même si nous les avons recréés ailleurs, hein, il n'y a pas perdu une place de parking, et nous avons renaturé, nous avons mis de la verdure, parce que oui, vous avez raison, et je partage. Aujourd'hui, dans les villes du sud de la France et dans les villes comme Alès, il faut éviter de bétonner, de goudronner, ou du moins d'essayer de remettre de la nature, qui est un véritable bouclier, climatiseur urbain, c'est nécessaire, mais c'est ce que nous faisons dès que cela est possible. Mais effectivement, les halles de l'Abbaye, regardez, quand ça va rouvrir, il y aura un parking souterrain dessus, donc on ne peut pas couper la dalle. Et vous verrez qu'avec les animations, avec les arbres qui sont plantés, parce que vous parlez peut-être de la place de l'Abbaye qui est en train d'être faite, il y a des terrasses de restaurants. Il y a des terrasses. Alors on a bien tenté le coup d'aller voir toutes les cafés, les restaurants, pour leur dire qu'on envisageait de planter un carré de pelouse entre les 4 arbres de cette place. Je pense que la réponse a été directement refusée, parce que effectivement ça crée de la vie, ça crée du lien social. Et l'été, à l'ombre de ces arbres justement, et le soir, eh bien, il y a une certaine quiétude sur cette basse place de l'Abbaye où il y a des restaurants de qualité qui vous accueillent. Donc vous voyez, il faut allier qualité de vie, il faut allier renaturation et nature. Et puis, je vous le redis, monsieur Huyès, ne mélangeons pas tout. Nous sommes à Alès, capitale des Cévennes. Effectivement, il y a une ville urbaine avec les désagréments de la ville urbaine, le béton, effectivement, le goudron. Nous aimerions tous vivre dans un espace totalement en verdure, sans route, donc sans voiture. Nous aimerions bien vivre dans des cabanes en bois, sans électricité, parce que du coup c'est du béton pour amener l'électricité, voilà. Mais la réalité, c'est pas celle-là, c'est que nos concitoyens ont besoin de vivre dans des logements qui sont du béton et qui sont aujourd'hui malheureusement une réalité pour la grande majeure partie de nos concitoyens. Peut-être avez-vous les moyens, vous, de vivre dans des conditions autres, je vous le souhaite, et tant mieux pour vous, mais nous travaillons pour tout le monde, et c'est ça aussi, travailler pour les classes populaires, les classes moyennes, c'est leur donner en cœur de ville, et c'est un choix politique, les moyens de pouvoir habiter dignement. Voilà, monsieur Huyès, j'espère que j'ai répondu, et je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en l'occurrence, je vous ai répondu concrètement à cette question, et nous ne vous avons pas attendu pour avoir cette réflexion, soyez-en sûrs, sur les espaces verts. Sachez que, je n'ai plus en tête le chiffre, mais que depuis 30 ans que nous sommes aux affaires, je crois qu'on regardait l'autre jour, c'est plus de 120 hectares de renaturation et d'espaces verts que nous avons créés et de parcs sur la ville d'Alès, sur une ville de 2200 hectares. Voilà, 120 hectares que nous avons recréés. Voilà, donc c'est quand même pas à nous qu'il faut expliquer qu'est-ce que c'est la renaturation. Pour autant, vous savez, je profite de le dire aussi, puisque je m'exprime beaucoup sur le ZAN, il y a des lois dans notre pays, et il y a une loi notamment qui empêche ce qu'on appelle l'étalement urbain. Vous savez ce que c'est l'étalement urbain? C'est-à-dire de construire la ville à la campagne. Eh bien, il faut le refuser, il faut concentrer les villes, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans les diverses lois, en mettant les gens en hauteur, dans des tours, on nous demande, il y a même des villes où ils achètent les maisons d'un étage, ils enlèvent le toit, ils construisent 2-3 étages dessus, c'est la nouvelle tendance. À Alès, on n'y est pas encore, bien sûr, mais on ne peut pas accueillir les 1000 nouveaux habitants chaque année sans les positionner. Vous l'entendez bien. Donc effectivement, si on ne peut pas trop se développer sur la ruralité, sur la périurbanité, eh bien, il faut se concentrer. C'est la loi Allure, c'est toutes les lois qui ont été votées par les divers gouvernements, de gauche comme de droite, et qui nous recentrent aujourd'hui sur la ville. Et donc effectivement, la ville, parfois, il y a du béton, mais je peux vous garantir que quand on peut l'éviter, nous l'évitons. Voilà, cher Eric. Alors, Sylvie Ruland...
Pour les logements sociaux, comment faire pour obtenir un logement social pour une personne? Ah, non, ça c'est une question personnelle, oui. Écoutez, pour obtenir un logement social, je vais vous expliquer, contrairement là aussi peut-être à ce qu'on entend, un logement social, déjà il faut s'inscrire. Il y a un site internet où vous passez dans un organisme HLM, au logis Sevenol par exemple, ou passer à Mériprime. Et par exemple, Mériprime, il faut que je vous en dise un mot aujourd'hui, tout à l'heure, c'est le déplacement de Mériprime temporaire. Je vais l'écrire avec mon stylo, Mériprime. Mériprime, il faut que je vous en parle. Donc vous pouvez passer à Mériprime, vous remplissez un dossier sur internet et ce dossier va vous donner un numéro unique. Ce numéro unique est valable chez tous les bailleurs sociaux. Et donc après, vous demandez un logement et après, vous avez des commissions d'attribution des logements qui se réunissent et qui, en fonction des besoins, de la situation personnelle des personnes, de la situation familiale des personnes, en fonction de l'urgence, vous délivrent, ou non, vous délivre un logement social dans les temps nécessaires pour avoir un logement libre. Je le dis souvent, et les gens ne le comprennent pas toujours, en fait on ne vire personne d'un logement pour mettre une autre personne. Quand vous rentrez dans un logement social ou un autre logement, on ne vous fout pas dehors, à moins que vous ne payiez pas pendant des années, et dans ce cas-là c'est le juge qui décide, mais c'est extrêmement rare, je crois que ces 10 dernières années, je crois qu'il n'y a pas eu d'expulsion. Pour autant, voilà, donc faites cette demande-là pour cette personne. Écrivez-nous si vous le souhaitez pour nous expliquer la difficulté particulière de cette personne, mais voilà, elle va rentrer dans la liste, elle trouvera un logement social, je vous le dis. Alors après, là aussi, je le dis parce que j'ai beaucoup de sollicitations, parfois la commission fait des propositions et on a le droit sur un logement à dire non, celui-là il ne m'intéresse pas. Mais 2 fois, écoutez, après, on saute son tour. Et puis c'est d'autres qui montent, parce qu'effectivement, on ne peut pas, ad vitam aeternam, avoir les mêmes personnes qui refusent. Je crois qu'on a le droit à 1 ou 2 refus maximum. Et après, on passe son tour. Mais c'est normal aussi, parce qu'avec les gens qui attendent, il faut que tout le monde puisse avoir le droit. Mais ce n'est pas moi qui m'occupe de l'attribution des logements. Et donc c'est une commission indépendante qui est surveillée par tous les organismes. Je vous rassure, chère Sylvie, n'hésitez pas à nous faire savoir la difficulté de cette personne pour voir ses capacités. Alors, Michel Clément, par mail, à quand un mur anti-bruit sur l'avenue des Maladreries pour protéger la circulation infernale? La rocade ne sert plus à rien, parce que tout passe par cette avenue qui a été créée il y a longtemps pour délester notre rue. C'était un doux rêve. À cause de cela, si nous voulons vendre notre maison, elle ne vaut plus grand-chose grâce à vous. Ah c'est gentil aujourd'hui, tiens Michel, cher Michel Clément. Alors, écoutez, vous savez, moi j'adore tout ça. D'une part, on est dans un pays que j'estime en liberté. En fait, l'avenue des Maladreries, c'est une avenue sur laquelle on peut librement circuler. C'est une avenue publique. Et donc, les gens y passent malheureusement trop souvent, je suis d'accord avec vous là-dessus, s'ils ont envie d'y passer. Alors, pourquoi ? Parce que vous le savez, la rocade d'Alès commence à être à certaines heures de la journée excessivement saturée du fait du nombre de véhicules qui y passent. C'est pour ça que nous avons limité la vitesse sur cette rocade pour faire en sorte effectivement par un flux plus tranquille d'écouler plus de voitures. Mais vous n'empêcherez pas les Alésiens de prendre parfois les Maladreries vite, trop vite, et je suis d'accord avec vous, ou d'autres rues dans le quartier du Rieux, pour contourner cette partie-là la plus encombrée, on va dire, entre le giratoire de 2 fois 2 voies et le rond-point du Pont du Gard, pour simplifier. Et puis après, on retrouve ça au nord de la rocade nord. C'est pas simple. Nous avons mis en place il y a quelques années des zones 30 à l'heure. Nous avons mis quelques dodanes au niveau du rond-point qui emmène sur la rocade. C'est compliqué. De là à dire que grâce à nous, votre maison ne vaut plus grand-chose, écoutez, je vous souhaite de pouvoir la vendre bien sûr si vous le souhaitez, mais je ne crois pas que effectivement votre maison, vu l'état de l'immobilier aujourd'hui en France et sur Alès, ne vaut grand-chose. Alors je ne sais pas combien vous attendiez de votre maison, je ne sais pas quelle est votre maison, mais faites appel à des bons agents immobiliers, il y en a beaucoup sur Alès, et donc je pense que votre maison, vous verrez que vous serez peut-être surpris de sa valeur et surtout de la vitesse à laquelle elle risque de partir. Voilà, si vous voulez vous en séparer. Après, là où je suis d'accord avec vous, et j'en rêve également, c'est que les gens roulent moins vite, roulent avec des voitures électriques, ce qui est mon cas à titre personnel, mais tout le monde ne peut pas se payer une voiture électrique. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Ou en vélo, ce que je fais dans la ville d'Alès quand je peux circuler. Et dans ce cas-là, il n'y a plus ces problèmes. Mais tout le monde n'a soit pas cette envie, soit pas les capacités financières de pouvoir rouler comme ça. Donc voilà, je crois qu'une société, il faut accepter un peu tout le monde. Après,
Vous savez qu'on fait aussi des opérations de contrôle de vitesse sur cette avenue. Vous savez, on ne se lève pas le matin, quoi qu'en pensent certaines personnes, pour verbaliser, pour mettre des amendes aux gens. Non, même si parfois, il faut savoir le faire également. Parce que quand il y a des règles qui sont édictées pour le bien commun, pour le bien de tous, eh bien ces règles-là, il faut les respecter. Surtout quand on se dit républicain, j'ai une petite dédicace, et que globalement, on accepte de faire verbaliser ceux qui sont garés ou ceux qui vont trop vite, mais pas soi. C'est quand même compliqué. Vous savez, la vie en société, on vit une drôle d'époque, mais il faut aussi que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Oui, quand il y a des règles dans un pays, ceux qui ne les respectent pas, eh bien, à un moment, ils risquent l'amende, ils risquent la contravention, ils risquent pour certains, quand c'est encore plus grave, le procès. Donc si chacun fait un effort, ça ira mieux. Mais je veux dire que toutes ces règles qui sont mises en place, vous voyez, vous parlez de la vitesse dans l'avenue des Maladreries, ou le nombre de voitures, il faut réglementer. Parce que s'il n'y a pas de réglementation, les gens peuvent rouler à 200 km/h, peuvent rouler nuit et jour, klaxonner, voilà. Et la réglementation, quand on interdit les klaxons en ville, quand on limite leur vitesse, c'est pour le bien-être des gens qui habitent. Et donc si on ne les fait pas respecter, ces règles, par ceux qui contreviennent, eh ben, ça pose un souci. Donc c'est pour ça aussi que vous savez, quand vous acceptez ou vous souhaitez être maire adjoint, président de l'agglo, vous êtes là aussi pour avoir des idées, pour développer un territoire, pour aider les gens, parce que c'est notre mission d'aider les gens, mais aussi pour quelquefois rappeler les règles et les fixer. Voilà, et ces règles, elles sont valables pour tout le monde, Et donc, parfois, c'est vrai que je vois certaines choses qui me hérissent un peu le poil. Alors après, on a tous fait des bêtises en vitesse, en stationnement, et puis voilà, on prend une contravention, en 18, la prochaine fois, je ferai attention. C'est une vertu aussi pour ça. Ce n'est pas notre rôle à nous, tous les jours, je vous le dis, on ne se lève pas le matin en demandant d'aller verbaliser tel ou tel. Mais quand vous demandez, par exemple, de lutter contre la vitesse, eh bien, ça va nous pousser aussi peut-être à faire des contrôles un peu plus réguliers pour vous être agréable, pas qu'à vous-même, je vous rassure, mais à l'ensemble des personnes, parce que ce que vous me dites, effectivement, d'autres me le disent. Par contre, pour revenir au début de votre question, que je n'oublie pas, à Mur-en-Tébré, avenue des Maladreries, je prends ça comme une plaisanterie, puisque imaginez que vous viviez derrière un mur déjà de 2 mètres, je ne suis pas sûr que ça vous plairait beaucoup, et puis vu l'espace, de toute façon, il n'y aurait pas d'efficacité. Et si on commence à mettre des murs anti-bruit en ville, là je crois que ça va être un souci. Par contre, on peut réfléchir effectivement à encore mettre des dodanes, encore mettre des feux pour couper la vitesse, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et après, bon, on aura les mêmes qui vont râler, parce qu'on ne peut plus rouler, parce que, voilà. Écoutez, je ne reviendrai pas sur les 50 km/h sur la rocade. Voilà, cher Michel. Rabat Gerdjou, bonsoir Monsieur Rivac, bravo à vous pour votre engagement sur la vie d'Alès, mais je vous interpelle, car vous parlez des travaux sur la vie d'Alès, mais à vrai dire, vous ne parlez pas de l'avenue de Stalingrad, et à mon sens, c'est vraiment une avenue non sécurisée, que ce soit pour les enfants et les adultes. Il serait intéressant de pouvoir se pencher dessus. Alors tout à fait, cher Rabat, vous avez raison, et on y réfléchit beaucoup. Alors, on ne peut pas tout faire partout en même temps, il y a plus de 400 km de voirie, c'est pas possible, mais l'avenue Stalingrad est une avenue importante, et on se pose des questions, effectivement, les trottoirs ils sont peu larges, les places de stationnement sont en quinconce à certains endroits, parfois il n'y en a pas. Donc il y a la navette verte que nous avons mise, je le rappelle, avenue Stalingrad, qui est un service que beaucoup d'autres secteurs n'ont pas, qui permet à tout le monde d'aller en cœur de ville totalement gratuitement, en véhicule électrique et tout au long de la journée de 7h du matin à 19h. Il ne faut pas l'oublier. Après, nous avons une réflexion. C'est vrai qu'il y a certaines personnes même du boulevard Stalingrad qui nous proposent de passer ce boulevard en sens unique, sens rentrant, pour élargir les trottoirs, les places de stationnement et donner plus de place aux piétons. Tout ça, je veux dire, nous sommes fermés à rien. On a parlé avec Max Roustan, nous sommes fermés à rien, il faut l'étudier. On ne peut pas prendre ce genre de décision comme ça parce qu'il y a des reports de circulation. Les gens qui sortent par là, par où ils vont sortir, est-ce qu'ils vont aller boucher tel ou tel endroit? Donc on ne peut pas déplacer les problèmes, il faut les régler. Et vous savez, en matière de circulation, on ne fait pas disparaître les voitures, on les déplace. Et donc tout ça, c'est des études. Donc voilà, nous travaillons beaucoup de choses, mais le moment venu, on viendra vous voir, les habitants de Stalingrad, pour voir avec vous la meilleure chose pour la ville, pour vous-même. Alors il y a les habitants dans un quartier, mais il y a ceux qui y passent pour aller travailler, pour aller dans nos commerces, pour aller dans nos services publics, pour aller chez le médecin. Voilà, donc il faut penser à tout ça. La ville, je le redis, la ville, c'est pas juste notre petite propriété, notre petit appartement. La ville, c'est tout le monde. Et moi, mon rôle, celui de Max Roustan, c'est de mettre en mouvement tout le monde ensemble pour un intérêt général et une qualité de vie.
Voilà, donc ensuite j'avance un peu, sinon je crois que c'est une question du mois dernier. Fabienne, je viens d'apprendre et de constater que des horodateurs vont être installés au boulevard Victor Hugo, avenue Stalingrad, quartier de la Gare. Que cherche monsieur le maire dans ce genre d'action? Ramasser des sous et désertifier la ville tout simplement. Toutes mes félicitations car c'est réussi. Les boutiques ferment au fur et à mesure. Allez, se meurt. Bon, dis donc, aujourd'hui, je n'ai lu d'aucune question, Fabienne. J'aurais pu faire comme si je ne l'avais pas vu et il n'y a pas de souci. Donc, alors, Fabienne. Vous voyez, je disais tout à l'heure, je suis un peu gêné par ce genre de remarques. D'une part, aujourd'hui, il n'y a pas de décision concernant l'extension des zones de stationnement payants sur la ville d'Alès. Il n'y a pas de décision. Donc s'il y a des travaux, je ne sais pas lesquels sont, je vais me renseigner, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a des réflexions. Il y a des réflexions, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est de la concertation que nous menons avec les commerçants qui sont en souffrance, je vais en dire deux mots, et ce qui nous inquiète beaucoup. Sur la façon aujourd'hui de pouvoir équilibrer notre budget de stationnement. L'an dernier, en 2023, du fait effectivement d'une baisse sensible, pas de la fréquentation mais du paiement, c'est presque 700 000 € de déficit dans l'année. On n'a pas le droit en fait. On n'a pas le droit. Donc quelque part, ces 700 000 €, il va falloir d'une façon ou d'une autre les trouver. Alors, je vais vous dire aussi un truc clairement. Si chacun paye le stationnement là où il est, et qui n'est pas cher sur Alès, les 700 000 €, ils rentrent sans aucun problème. Et on rendrait même un peu plus d'argent qui va nous permettre de faire des travaux supplémentaires sur nos parkings, nos stationnements. Ces 700 000 €, ils ne rentrent pas parce qu'avec les gratuités que nous avons mises en place, moins de 2 heures c'est gratuit, moins d'1 heure dans certains secteurs de la ville, globalement on oublie l'heure qui suit, on s'en va à ce moment-là et les gens ont parfaitement bien compris. Donc aujourd'hui, se garer en ville, on s'aperçoit sur les chiffres d'affaires des parkings, c'est gratuit, c'est gratuit. Et puis en plus, je rappelle qu'il y a le champ de foire qui est totalement gratuit toute l'année et qui a une navette gratuite qui nous permet d'aller en ville. Donc le parking aujourd'hui, si on le souhaite, sur Alès est gratuit. Donc je ne veux pas entendre que le parking est cher, tout ça. Pour autant, il faut qu'on réfléchisse. Donc on a mis beaucoup de choses sur la table. Alors là aussi, vous parlez de ce secteur, je pense Victor Hugo, Stalingrad. Nous avons pas mal de plaintes des riverains parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui viennent travailler en ville, qu'est-ce qu'ils font? Le matin, ils arrivent tôt, ils ne veulent pas aller dans les parkings payants. À la limite, ça s'entend tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à proximité de l'endroit où ils travaillent, généralement, et puis ils mettent leur voiture toute la journée. Et puis, les riverains qui habitent là, ou la famille qui vient les voir, ou les médecins, les infirmiers, les infirmières qui viennent les voir, ils n'ont plus de place pour se garer. Parce que le stationnement dans ces rues, qui ne sont pas des rues commerçantes, qui ne sont pas des rues où on travaille, qui sont des rues habitées, en fait, le stationnement, il y en a jamais. Donc, beaucoup d'habitants de ces rues-là nous disent, écoutez, moi, ça serait bien quand même de réglementer le stationnement pour qu'on puisse, nous, habitants, avoir des places. Comme c'est le cas dans les rues du cœur de ville, où le stationnement est payant. Pas pour rentrer de l'argent, parce que bien sûr que l'argent c'est important pour faire vivre notre budget, mais ce n'est pas ce qui est gagné sur le stationnement de surface qui est important. C'est surtout sur la rotation que ça crée. Parce que le principe, je veux le redire aussi, pourquoi on met du stationnement payant dans les villes, pas qu'à Alès, dans les cœurs de ville? C'est tout simplement pour permettre de la rotation, pour faire en sorte que les voitures changent et qu'on puisse toujours trouver une place pour aller acheter quelque chose, pour aller chez le docteur, chez le dentiste ou je ne sais où. C'est ça l'idée du stationnement, c'est créer la rotation. Je ne vais pas comparer Alès avec plusieurs villes, mais j'ai vu comme vous sûrement des émissions à la télé. Strasbourg, on parle de 40 € la journée. 40 € la journée. Grenoble, Paris, vous avez vu, Paris, on parle de 28 €. Là, je suis à Paris, je regardais comme à chaque fois que je me déplace, les tarifs de stationnement, c'est un truc de dingue. Une voiture à Paris, c'est une voiture à Alès, c'est pareil. Voilà, mais c'est des tarifs de dingue. À Alès, c'est quasiment gratuit. Donc il faut avoir cette réflexion. Mais si jamais demain, tout devenait gratuit, ce qui n'est pas possible dans un parking de structure souterrain, parce qu'il faut les éclairer, les chauffer, les employés, payer du personnel, on n'a pas le droit de faire gratuit, c'est illégal. Par contre, sur le stationnement surface, ça veut dire que le matin, tous ceux qui viennent passer la journée, ils se mettent sur les places et il n'y en a plus. On l'a testé par le passé. Quand aux festivités de Noël, on nous disait qu'il faut faire tout le parking de surface gratuit. C'est les gens qui travaillent en ville, qui se garent puisque c'est gratos, on ne risque rien. Mais ceux qui viennent acheter une course, ils n'ont plus de place. Et donc ils sont obligés, et puis ils partent du cœur de ville. Donc il faut bien comprendre que dans cette politique de stationnement, moi j'aimerais, là aussi, de mettre des horodateurs, d'encaisser et tout. C'est pas une volonté, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent, enfin je veux dire, sinon on a d'autres moyens pour aller en chercher. Mais c'est une volonté politique publique. Aujourd'hui, c'est vrai, je le dis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il y a une crise quand même en France
sur le commerce de proximité, dans le commerce en général. Crise de pouvoir d'achat, tous ces éléments. À Alès, nous sommes en train, depuis quelques mois, quand même, de subir des choses qui m'inquiètent beaucoup. Donc je le redis, comme à chaque Facebook Live, je crois, depuis plus d'1 an, je le dis, moi je vous appelle, chers amis, celles et ceux qui regardaient ce Facebook Live, allez consommer dans nos commerces de bouche, au hall de l'abbaye, mais aussi dans tous les commerces de bouche du cœur de ville, chez nos commerçants qui vendent des vêtements et d'autres choses, des téléphones, tout ça, parce qu'il en va de l'avenir du cœur de ville. Quand on voit ce qui se passe à côté, alors je vais citer aucune ville, parce qu'après je vais prendre des reproches, mais il se trouve quand on regarde un peu, même des villes pas très lointaines, dans des grands centres commerciaux qui ont fait un peu la une des médias, qui était l'avenir du commerce, que je ne crois pas du tout. Aujourd'hui, vous avez des boutiques fermées, parce qu'il y a un nouveau mode de vie, il y a une baisse du pouvoir d'achat, et puis il y a effectivement aussi, je ne parle même pas d'Internet, mais tout ce qui est le réuse, comme on dit, voilà, qui impacte nos commerces. Donc voilà, moi je vous appelle vraiment à faire maximum pour aider nos commerces, ils sont sympas, allez les voir, moins de 2 heures c'est gratuit dans les parkings, vous allez en ville, il y a toujours de la place, et le parking c'est pas le problème, on peut toujours trouver, vous savez, il y a souvent on emploie souvent cette expression qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Donc effectivement, de toute façon, on sait bien que dans tous les cas de figure, la mairie c'est toujours la faute de la mairie, c'est la faute des parkings. Non, la réalité c'est qu'il y a toujours des places de stationnement en ville, le parking est toujours gratuit, il y a des navettes gratuites, vous avez toujours des places au champ de foire, vous avez une navette gratuite, donc quand on veut, on peut. Moi j'invite tout le monde à faire ces communications pour dire, venez, en fait, si vous restez moins de 2 heures, vous n'avez rien à payer. Mais allez chez nos commerçants, nous aimons nos commerces et il faut aujourd'hui aider ces commerçants. Donc pour revenir à votre question, chère Fabienne, et je vous remercie de me laisser la possibilité de le dire, oui c'est vrai qu'il y a des boutiques qui ferment en cœur de ville et moi ça me fait mal au cœur. On s'est battu avant toutes les communes avec Action Cœur de Ville, avec nos états généraux du cœur de ville pour sauver le commerce. Ça a plutôt pas mal marché. Aujourd'hui il y a un changement de mode de consommation et j'espère qu'on va revenir vers un peu de raison et vers un commerce de cœur de ville de proximité. J'y crois, mais pour ça, il faut que nos commerces tiennent bon, il faut les aider. C'est ce que je veux dire. Et puis concernant le boulevard Victor Hugo et l'avenue Stalingrad, c'est des questions qui se posent, c'est pas d'actualité, c'est pas voté encore, la mise en payant, mais si vous habitez dans ces rues, vous aurez une carte de résident et vous aurez plus de places gratuites. Et si vous n'y habitez pas, vous allez vous garer au champ de foire, c'est gratos et vous n'êtes pas obligé de vous garer dans des rues habiter. C'est là il faut comprendre aussi, les amis, c'est pas pour nous. Moi après, les gens, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, voilà, mais une ville, ça s'organise. Et son développement, il s'organise. Louis Aitmoub, partageons la route en Cévennes. Bonjour Louis. Lors de la rénovation du parking des Halles, pourrait-on pas imaginer sur 1 ou 2 emplacements de voitures avoir un parc à vélo sécurisé, ce qui permettrait à celles et ceux qui viennent faire leurs courses de leur faire en toute quiétude. Meilleurs vœux pour 2024. Alors c'était une question à laquelle je n'ai pas répondu le mois dernier. Alors, cher Louis, alors une réponse, merci de me donner l'occasion d'en parler, parce que j'aurais oublié d'en parler. Donc j'ai pris la décision d'acheter aujourd'hui 30 casiers à vélo hyper sécurisés à l'entreprise Citinox, qui vont être déployés d'ici mars. Et puis j'ai pris la décision aussi de mettre en place dans tous les parkings de structures de la ville d'Alès, devant les guitounes, dans lesquels il y a nos agents, des emplacements qui vont être réservés aux vélos. Voilà, et on pourra en toute sécurité laisser son vélo dans les parkings, gratuitement bien sûr, ça va de soi. Et globalement, ces vélos seront à vue de l'agent de surveillance de la voie publique dans les parkings et permettra de le mettre en sécurité. Et il y aura 5 modules de 6 qui vont être déployés comme dans toutes les villes. Alors ce sera des casiers, c'est magnifique, c'est l'entreprise alésienne Citinox qui les a inventés, ceux-là. Donc là, il y aura un petit tarif tout simplement pour éviter que les gens se mettent dans ces casiers pendant des mois et en fassent une annexe de leur maison, sinon ça ne marche pas. Alors ce n'est pas une question d'argent, mais on aura un code où on aura avec sa carte bleue, clac, on va pouvoir faire ouvrir son casier, on mettra son vélo, on l'attachera et puis quand on reviendra, clac, on pourra récupérer son vélo. Donc là, ce sera totalement sécure, c'est métallique, c'est beau. Vous verrez, on va le mettre dans 5 lieux de la ville, donc place des Martyrs, place Péry, vers la gare, vers la place de la mairie. Tout ça va se mettre en place. Voilà mon cher Louis. Béatrice sur Facebook, parce que du coup, vous voyez, il est presque 50 minutes.
Bonjour monsieur, ma maman âgée de bientôt 93 ans, alésienne depuis toujours, n'a plus de médecin traitant. Elle vit seule à son domicile. J'habite à 2 heures de route de chez elle. Comment peut-on envisager au XXIe siècle de ne pas avoir de médecin à cet âge-là? Aucun praticien n'accepte de nouveaux patients et ne parlons pas d'envisager une consultation à domicile. Accepterez-vous Je pense que dans vos objectifs pour 2024, arrêtez le désert médical alésien en pensant vous administrer dans la galère. Merci pour votre réponse. Alors, chère Béatrice, bien sûr que nous partageons là aussi. Vous savez, arrêter le désert médical. Si j'avais une baguette magique du jour au lendemain, je crée des médecins. C'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez. D'ailleurs, beaucoup de territoires de France, alors ça ne nous rassure pas de le dire ça, mais souffrent aujourd'hui de cette désertification médicale avec cette baisse de la démographie médicale. À Alès comme ailleurs. À Alès, pour l'instant, un peu moins qu'ailleurs, mais dans quelques années, nous allons rattraper les autres communes avec les départs en retraite, avec la démographie médicale. Donc nous, bien sûr, nous y travaillons. On sait qu'il faut du temps pour former un médecin. Et on sait que pour attirer un médecin sur un territoire, il faut déployer des trésors d'inventivité. C'est ce que nous faisons avec l'hôpital, avec l'accueil des internes. Nous accueillons une trentaine d'internes à l'hôpital à la dernière promotion et nous travaillons avec les universités pour faire venir ces médecins. Et puis nous essayons, c'était l'objectif, un des objectifs des États généraux de la santé. Donc vous pouvez, je crois qu'on s'est saisi, et je me suis saisi du problème à bras-le-corps en mettant tout le monde autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Et ces solutions, ça passe aussi par une organisation différente, bien sûr, de l'organisation des soins, une nouvelle gouvernance, le fait de laisser, je le dis à chaque fois, mais ça paraît couillon, mais je le dis, laisser aux médecins du temps de soins, arrêter de les emmerder en permanence pour que 30% de leur temps, ils passent à faire de l'administratif, de même pour les infirmiers, de même pour les infirmières, de même pour tous les professionnels de santé. C'est assez simple et nous y travaillons à travers les expérimentations que nous mettons en place, que l'on a fait labelliser par le directeur général de l'ARS, par le ministre de la Santé de l'époque, pour essayer de trouver des choses pour permettre justement aux médecins de venir plus facilement et surtout pour ceux qui sont là de pouvoir avoir plus de temps pour les patients. C'est ça l'enjeu. Donc nous y travaillons. J'ai un service santé au sein de l'agglomération d'Alès. Ce n'est pas le cas de toutes les communautés d'agglomération. C'est un choix politique. Nous avons un contrat local de santé. Nous avons la magnifique association Reseda. Nous avons ces centres de soins de premier recours qui sont en train d'être expérimentés. Nous travaillons sur un bus santé. Voilà, nous y travaillons. C'est pas simple. Alors chère Béatrice, je me mets à votre place et de votre maman de 93 ans, c'est compliqué de rechercher un médecin. Nous y travaillons. Alors je le dis aussi, bien sûr qu'il y a des lieux quand même dont la maison médicale de garde, à 93 ans c'est compliqué d'y aller, mais bien sûr qu'on n'est pas abandonné à Alès. On a toujours accès à des soins, que ce soit à la maison médicale, que ce soit aux urgences. C'est pas simple. Nous y travaillons et nous nous engageons fortement avec l'ensemble des professionnels de santé, avec les CPTS, avec les institutions pour y travailler. En tout cas, c'est un des axes parmi les nombreux axes sur lesquels je m'investis. Et donc j'espère trouver une solution pour votre maman et pour tous les autres patients du territoire d'Alès. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a à peu près 10-12 000 Alésiens qui n'ont pas de médecin traitant. Nous essayons de trouver des systèmes pour que ça diminue. Il y a des solutions. Je ne vais pas vous les réexpliquer ce soir. Il y a des solutions. Il faut pour ça que la hiérarchie administrative accepte des expérimentations. Ici, il y a des idées. Les médecins ont des idées. Je vous les réexpliquerai, si vous voulez, dans une question le mois prochain. Mais elles passent de toute façon par une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance du soin. Voilà, chère Béatrice, j'espère avoir, même si je ne vous ai pas convaincu ou apporté de nom de médecin, j'aimerais beaucoup, sachez-le. Après, envoyez-moi un mail et on regardera, on posera la question à tous les médecins s'ils ne veulent pas prendre votre maman. Dès qu'ils auront une place libre, écoutez, à 93 ans, je pense effectivement beaucoup de médecins peuvent s'engager à la prendre. Donc envoyez-moi un mail à direct@alès.fr et on verra ce qu'on peut faire pour vous être agréable et surtout pour votre maman. Voilà, on va arriver au bout. Alors il y avait Mireille aussi par mail. Est-ce que vous avez pour projet de goudronner le grand parking de l'avenue Carnot complètement laissé à l'abandon, chère Mireille? Alors déjà, ce parking est pour
pour beaucoup goudronner. Je viens d'avoir une question avant, parce que le goudron imperméabilise les sols, donc il faut laisser les eaux s'infiltrer. Voilà, donc c'est compliqué. Donc on essaie de l'entretenir autant que faire se peut, mais goudronner une telle surface tout neuf avec, voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un parking propre. Et effectivement, voilà. Il nous reste 2 minutes et puis vous avez entendu ou pas l'annonce qui vient d'être faite dans le salon, puisqu'il est pour de vrai 19h, donc l'heure où devrait commencer mon Facebook Live, malheureusement, et le salon va fermer. Donc il me reste quelques instants et bien sûr vous allez, quand vous m'entendrez, si vous m'entendez jusque-là, il sera 20h. Je le dis, ne regardez pas vos montres, il sera bien 20h, mais pour moi il est 19h. Donc dernière question, mairie prime. Alors mairie prime, effectivement, et puis le ministre de l'Agriculture, passe dans le champ de. Bon, on le salue, Marc Fesneau, que j'ai rencontré tout à l'heure pour parler de l'abattoir, et je pense qu'il quitte le salon de l'agriculture. Donc je vous disais, mairie prime, oui, nouvelle information depuis cette semaine et depuis hier matin. Vous savez que nous allons lancer des gros travaux de réhabilitation de mairie prime pour vous accueillir encore mieux à compter de décembre, plus moderne, avec des accueils numériques, avec un certain nombre de nouveaux services. Et entre-temps, il a fallu déménager ce service de mairie prime. Donc vous nous retrouverez à la fois dans la galerie du Centrales, à l'ancien commerce du Marrakech, et puis aussi l'ancien établissement du docteur de Cousseau que nous avons acheté effectivement, qui sera après-demain à la maison de l'habitat, qui aujourd'hui va vous accueillir pour les papiers d'identité. Donc voilà, tous vos services demeurent pas très loin de mairie prime. Nous avons voulu rester à côté. Et puis écoutez, pour toujours mieux vous servir, mais alors en décembre, quand nous inaugurerons, vous verrez, ça sera magnifique, mais ça sera surtout très pratique pour les Alésiens, pour lesquels nous travaillons sans relâche. Voilà. Alors, et nous entendons, j'espère, vous voyez les Peñas qui nous accompagnent pour la fermeture du salon. Donc je vais vous saluer avant qu'on nous foute dehors. Vous souhaitez une belle soirée à Alès. Du coup, je vais encore enchaîner avec des réunions, peut-être d'ailleurs aussi une petite dégustation de la bière Méduse, que je félicite à nouveau. Et puis vous dire au mois prochain, alors on m'a noté la date, je vous le redonne. Entre-temps, vous pouvez me poser des questions, regardez ce Facebook Live. Ce sera le 26 mars à 19h en direct, si tout va bien, sur direct@alès.fr, et retrouver toutes les archives. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, si vous m'avez suivi jusqu'au bout de ce Facebook Live. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.